Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du projet Booktube et la blogo en short. Ce projet, vous le savez, a été lancé par Nathan et a débuté sur les chaînes YouTube depuis le 17 juillet. Depuis cela, 11 blogueurs se sont succédés pour arriver à moi, qui vous présente une nouvelle vidéo. Alors c'est ma première vidéo, donc je vais vous demander de me pardonner mes hésitations, etc. Enfin, c'est ma première vidéo en solo en tout cas. Donc voilà, dans cette vidéo, on va un peu parler de ce projet, de pourquoi il existe et comment il existe. Et puis après, je vais vous parler de 7 livres, 7 romans ados, répartis dans, pour la plupart, 3 collections différentes, qui sont vraiment d'excellentes collections de littérature ado. Donc voilà, on y va. Donc déjà, ce projet Booktube et la bloco en short, mais vous le savez si vous suivez l'événement depuis le début, est un projet qui a été lancé par Nathan et qui réunit une quinzaine de blogueurs. Et ensemble, on a décidé de participer à la fête du livre jeunesse lancée par le CNL, le Conseil national du livre. Ce projet a pour but de promouvoir la littérature jeunesse sur Internet à travers nos blogs et nos chaînes YouTube. C'est donc la 12e vidéo de ce projet. Je succède à Kevin Trekkie. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en dessous si vous l'avez raté hier. Et demain, vous aurez rendez-vous avec la vidéo de Guillaume Tribulation d'une vie, qui, comme moi, va vous présenter des romans et peut-être des albums. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de notre événement Booktube et la blogo en short sur Internet. Vous allez tout simplement sur la page Facebook de l'événement. Je vous mets aussi le lien en dessous. Donc voilà, cette vidéo est aussi l'occasion de vous présenter des romans, des lectures qui m'ont marqué, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait ressentir beaucoup de choses. Et on va commencer avec un roman peut-être pour les plus jeunes. C'est peut-être le roman, ouais, c'est le roman qui, dans tous ceux que je vais vous présenter, s'adresse aux plus jeunes. C'est impossible que vous ne le connaissiez pas si vous connaissez un tant soit peu la littérature jeunesse. Il s'agit de Mathieu Hidalph, écrit par Christophe Maury et publié chez Gallimard. C'est l'histoire de Mathieu Hidalph, un jeune garçon d'une dizaine d'années, dont son anniversaire tombe le même jour que l'anniversaire du roi du royaume où il vit, qui est un royaume de fiction. Et donc il prend un malin plaisir à chaque année faire une bêtise pour gâcher l'anniversaire du roi, aux grandes dames de son père, bien sûr, qui veut intégrer la plus haute noblesse du royaume. Mais Mathieu a un autre rêve, c'est d'intégrer l'école des Éliciens, la plus haute et la plus prestigieuse des écoles du royaume, qui forme des jeunes pour protéger le roi et sa famille, notamment, pour protéger le royaume aussi. Le problème, c'est que Mathieu va se retrouver sur le chemin de redoutables frères, les frères Estaphe. Si on apprécie ce roman, c'est, à mon avis, surtout grâce au personnage de Mathieu. Mathieu, c'est, comme je disais, un enfant d'une dizaine d'années qui est très malin, qui est très rusé et qui n'a pas son pareil pour détourner les choses à son avantage, se mettant souvent dans des situations très embarrassantes et loufoques dont il se sort d'un petit tour de passe-passe. Mais surtout, ce qu'on peut aimer dans ce livre, c'est le ton donné par l'auteur, Christophe Maury. C'est un roman qui est vraiment drôle et toute la saga va rester dans ce ton-là, même si bon, l'histoire va s'assombrir un petit peu. Mais on reste toujours dans un univers qui est léger, agréable, joyeux, enfantin, merveilleux dans le sens magique. Et c'est vraiment un roman appréciable qui se lit très facilement. Donc je pense que sur la plage, ça peut être un roman excellent à découvrir et qui s'allie très bien avec le calme et la légèreté de la plage. Je vais vous en lire un petit extrait. C'est pas facile à dire ça, extrait. Ouais, bon bref. Il se trouve page 32, donc au début du roman. Un instant, papa, fit Mathieu en essayant de conserver son calme. Je n'ai pas complètement fini mes bagages, je me dépêche. Monsieur Hidalph s'arrêta au beau milieu de sa marche, comme s'il venait d'être changé en pâte à tarte. Les deux Juliette écarquillèrent leurs yeux noirs, Madame Hidalph se leva pour la première fois. Les valets et les demoiselles soutinrent discrètement les bibelots fragiles du salon, en prévision d'un ouragan. « Je te demande pardon, Mathieu !» dit son père d'une voix terrible. « J'ai oublié de vous dire, père, avant de vous faire signer ce contrat, que j'avais 2 ou 3 objections à vous faire.
2 ou 3 objections, répéta M. Hidalf, dont le cœur battait plus fort que lorsqu'il s'adressait à l'ensemble du Parlement de Darnard. Oui, je suis très satisfait des faveurs que vous m'avez accordées, merci beaucoup. Mais je crois que je vais tout de même vous accompagner au château parce que le contrat que vous m'avez fait signer est un vrai gruyère pour un juriste confirmé. Vous avez de la chance que je ne m'en sois pas rendu compte à 5 ans. Monsieur Hidalf était devenu aussi rouge que sa perruque. Il se contenta de se retourner vers Mathieu qui brandit le contrat bouche-tout comme une vieille chaussette. Ainsi que vous me l'avez toujours démontré, père, rien ne vaut la loi et il faut s'y soumettre. Or, le contrat que vous m'avez fait signer est erroné. Il n'a donc aucune valeur juridique. Vous prétendez au début de chaque article que j'ai pleuré pendant 6 mois pour obtenir mon chien à compter de mon 5e anniversaire. Maman, quand suis-je né? Le 9e jour du mois des rois, répondit aussitôt Mathieu Hidalf. Exactement, c'est-à-dire 3 mois seulement avant que j'ai obtenu bouche-tout, comme le prouve la date du contrat. Un sourire croissant se dessina malgré elle sur le visage des sœurs Juliette, tandis que M. Hidalf retirait d'un geste brusque sa perruque composée. « Tu ne comptes pas t'en tirer avec un tour de passe-passe si minable » rugit-il à l'intention de son fils, calmement assis dans un fauteuil. « Non, admit Mathieu, je reconnais que pour 3 mois il n'y a pas de quoi faire un procès. Et je choisis plutôt de m'occuper de mon chien auquel je tiens beaucoup. » M. Hidalf se mit à rire d'un air dément, comme si le roi venait successivement de le disgracier et de le promouvoir consul. Cependant, reprit Mathieu, rien ne stipule dans ce contrat que je doive garder mon chien au manoir. C'est pourquoi j'ai décidé que je l'emmènerai au château du roi avec nous. M. Hidalf, blême comme un linge, voulut dire un mot, mais aucun son ne sortit de sa bouche béante. Bien, intervint Madame Hidalf d'une voix claironnante. Mesdemoiselles, faites-moi une beauté, toute la famille part dans 10 minutes. Et Mathieu courut jusqu'à la porte du manoir, ses 2 contrats sous le bras, en songeant que cet anniversaire deviendrait le plus beau jour de sa vie, et par la même occasion, le pire de celle du roi et de son père. Je vais parler maintenant d'un autre roman publié chez la collection R et écrit par Kat Clark. Il s'agit de Revanche. Revanche est donc l'histoire de Jem, une jeune fille de 17 ans qui est au lycée aux États-Unis, qui décide de se venger et de venger son meilleur ami. Son meilleur ami, Kai, dont elle était amoureuse, était gay. Et un jour, une vidéo de lui faisant certaines choses avec un garçon à une soirée se met à circuler dans le lycée et lui décide de mettre fin à ses jours. Donc l'histoire de Revanche, c'est l'histoire de cette vengeance, de cette enquête que va mener cette jeune fille sur qui a filmé, qui l'a diffusé, qui a décidé de ça. Et le roman est aussi rythmé par des lettres que Kai a envoyées à Jem avant de se suicider, une tous les mois pendant 1 an, pour aider Jem à faire son deuil, pour lui permettre d'avancer. La force de ce roman, elle tient à la fois dans le sujet qui est traité, sur cette homosexualité mal perçue, mal vue, qui est sujette à moquerie. Sujette, ça se dit pas, non, qui est sujet à moquerie. Ouais. Et elle tient aussi dans la force de l'écriture de Kat Clark, qui arrive à faire ressentir au lecteur tout un panel d'émotions très très rapidement, qui arrive à embarquer son lecteur à une vitesse folle et qui nous emmène dans un univers impitoyable qui est celui du lycée. Malgré la présence de quelques clichés sur les lycées américains, sur Jem aussi, cette jeune fille, oui, qui a toute une période où elle est très très superficielle, etc. Enfin bon. J'ai eu un peu de mal, moi, avec le personnage de Jem. Mais le personnage de Kai, malgré le fait qu'il soit mort, est pour moi le personnage le plus présent dans le livre, de par ses lettres qu'il laisse, et de par aussi cet amour, cette amitié indéfectible que lui porte Jem, et qui fait qu'on sent qu'il est présent dans chacune des actions de la jeune fille. Je vais vous lire la première des lettres que Kai a envoyée à Jem, et vous allez pouvoir mesurer vous-même le talent de Kat Clark. Ma très chère Jemina, ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas ma faute si c'est ton vrai prénom. Tu devrais être habituée depuis le temps, ma petite demoiselle. Mais commençons par le début.
Primo, tu as plutôt intérêt à lire ce qui suit, parce que sinon tu risques de faire un truc débile. Et je t'en voudrais carrément si tu faisais ça. Quand je dis carrément, je veux dire genre pour toujours. Je suis certain que tu ne feras pas un truc pareil, mais on ne sait jamais dans la vie, comme on dit. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais abordé le sujet, mademoiselle Morbide. Bref, je suis venu, bon d'accord, pas tout à fait. T'annoncer que tu peux et que tu vas très bien t'en sortir sans moi. T'as plutôt, T'as plutôt intérêt à ne pas mourir, Dac. Je me sens déjà assez con à perdre mon temps comme ça. Tu ne voudrais pas que ton Kai chéri adoré se sente super con et qu'il soit super énervé après toi, hein. Dezio, je suis désolé. Désolé à un point que je ne peux même pas exprimer. Les gens n'arrêtent pas de s'excuser pour des conneries. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu saches. Je suis super, méga, désolé. Désolé genre 10 sur l'échelle de Richter. J'espère que tu me pardonneras un jour. Tu risques de me détester pendant un certain temps, et je ne te le reprocherai pas. Je serai carrément furax à ta place. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je comprends ce que tu ressens, là, tout de suite, mais que ça ne durera pas 107 ans. Fais-moi confiance. Si jamais mes paroles ne suffisent pas à te convaincre, pense à mon sourire ravageur, ça devrait t'aider. Ou alors regarde la photo dans ton téléphone. Allez, arrête, tu sais très bien laquelle. D'une beauté diabolique. Ton commentaire, mot pour mot, si je me rappelle bien. S'il ne s'agissait pas d'une note écrite et si je n'étais pas franchement contre ce genre de truc débile, parierais que tu es grave ému avec les paupières qui palpitent et tout. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas écrit une lettre de suicide. Je ne vais pas me la jouer pauvre Kai ni quoi. Tu sais très bien pourquoi je fais ça. Je n'ai rien à gagner là-dedans. Ce qui est fait est fait. Mais au moins tu pourras lire ces lettres après tout ça. Sauf si j'ai trop flippé et que je me suis dégonflé. Dans ce cas, tu n'auras pas ces mots sous les yeux parce que j'aurai tout balancé dans le broyeur du bureau de papa. Mais je ne me dégonflerai pas du tout même. Je suis désolé. T'inquiète, j'arrête de m'excuser comme ça sans arrêt, mais putain, j'aime ce que tu vas me manquer. Tu es ma personne préférée au monde, tu le sais, n'est-ce pas? Je t'aime plus que la chaîne Histoire, t'imagines? Plus que mes soleils de... Hmm. Plus que mes lunettes de soleil. Et je les kiffe grave, mes lunettes d'aviateur. Je t'aime plus que Tim Riggins. Je t'aime plus que toutes ces choses réunies. Ça fait vraiment un super gros tas d'amour. Infini en fait. Pardonne-moi de dégouliner de sentiments comme ça. Jem. C'est un Jem sérieux. Genre, Jem, écoute-moi bien. Tu dois surmonter tout ça. Tu dois aller de l'avant, vivre ta vie, tout exploser. Comme on avait dit qu'on le ferait. Bon, j'abrège. Je n'avais pas prévu de me répandre comme ça, mais tu sais comment je peux être. Pas super succinct le mec. Tu as dû remarquer qu'il y a une lettre pour le 23 janvier, 23 février, etc., etc. Pas la peine de te faire un dessin. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne les ouvre pas avant la date notée dessus, ce serait tricher. Et j'ai horreur de me faire arnaquer. Petite confession, j'ai triché au Monopoly chaque fois que nous y avons joué. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser tenir la banque. Tout ce pouvoir m'est monté à la tête. C'est toi la responsable dans cette histoire du coup. Si, vraiment. Bon, c'est tout ce que j'ai pour novembre. À part les 2 services que j'ai à te demander. Est-ce que tu pourrais veiller sur Louise, pour moi, s'il te plaît? Je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais elle est ma sœur. Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Ce serait mon boulot normalement, mais j'ai foiré. Je n'ai vraiment pas été un bon frère, Jem, et ça me brise le cœur. Je ne sais pas ce que tu peux faire exactement. Être là pour elle peut-être, au cas où. L'autre chose qu'il faudrait que tu fasses pour moi, c'est éviter de tourner en boucle sur cette histoire. Ce qui est fait est fait. C'est malheureux, et Dieu sait que j'aurais vraiment préféré ne pas en arriver là. Mais c'est fait. Tu dois passer à autre chose, ok? Je ne veux pas que tu commences à jouer les Miss Détectives ou je ne sais quoi. Ça n'a plus d'importance. Plus rien n'a d'importance dans cette histoire. Ce qui compte maintenant, c'est toi. Tu dois t'occuper de toi. Tu vas faire des choses magnifiques dans ce monde, je le sais, j'en suis sûr. Je te reparle le mois prochain, Cornichon, Kai. PS, je pense que tu serais super jolie en blonde, je l'ai toujours pensé. Pourquoi tu n'essaierais pas? Allez, fais-le pour moi. Je crois que je suis en train de te faire ce qu'on appelle du chantage affectif. Mais je n'aime pas beaucoup cette expression, elle ne sonne pas très bien. Le terme défi conviendrait mieux. Jemina Halliday, je te mets au défi de te décolorer en blonde, juste pour quelque temps. Oui, je sais, je me comporte comme un vrai gosse, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui est plein d'émotions, qui est plein de suspense aussi, et qui se clôt d'une façon mémorable pour le lecteur. La fin de Revanche, c'est une des fins qu'on ne peut pas oublier dans sa vie. Et je dirais que
peut-être que enfin en tout cas une grande partie de l'amour qu'on peut avoir pour ce roman tient dans les 3 dernières pages du livre. Bien, maintenant je vais vous parler d'un troisième livre. Celui-là est le premier tome d'une trilogie qui s'est terminée cette année. Le dernier tome est sorti en avril, je crois. Il s'agit des Autodafeurs de Marine Carteron. Alors pour ceux qui suivent mon blog, vous en avez forcément déjà entendu parler, vu que j'en parle à peu près une fois par semaine en ce moment. Donc les Autodafeurs, c'est l'histoire de Gus, de Césarine et de Néné. C'est l'histoire d'un combat qui dure depuis la nuit des temps entre la confrérie et les Autodafeurs. Les Autodafeurs, le nom est assez parlant, c'est une organisation qui a pour but de détruire l'ensemble des livres présents sur Terre, afin de maîtriser et d'être les seuls à disposer de la connaissance. La confrérie, eux, c'est une organisation qui ont pour but de lutter contre les Autodafeurs afin qu'ils ne détruisent pas l'ensemble des livres de l'humanité et du coup contrôlent toutes les connaissances possibles et inimaginables sur cette Terre. Le roman commence par la mort du père de Gus. Oui, après revanche, c'est vrai qu'on fait dans la joie au niveau des débuts de roman ici. Et c'est Auguste qui va apprendre très vite que son père faisait partie de cette confrérie, que lui désormais en fait aussi partie, qu'il est l'héritier de ça, et qu'il doit absolument se dépêcher à être formé pour empêcher les Autodafeurs d'arriver à leur fin. Je l'ai dit plusieurs fois sur mon blog, c'est une série que j'ai découvert un peu par hasard, et par laquelle j'ai été assez subjugué. Subjugué d'abord par la réflexion menée par l'auteur, c'est sa première série. Il y a 3 tomes, les 2 autres sont juste ici, donc ils font tous la même taille à peu près. Et dans cette série, il y a vraiment toute cette réflexion autour des livres, autour du fait que posséder la connaissance, c'est posséder un pouvoir, et que si on dispose de toute la connaissance, on peut ne livrer que certaines parties, ou délivrer en tout cas la connaissance avec un regard un peu biaisé. C'est vraiment toute une série qui porte ce message de l'importance des livres, de l'importance de la lecture, du fait que si on ne s'informe pas par nous-mêmes, si on ne s'informe pas dans les livres, ou même aujourd'hui sur Internet, eh ben on laisse les gens nous informer, et c'est souvent très très mauvais. Mais la force de ce roman, c'est aussi le personnage de Césarine, cette petite fille de 7 ans qui est autiste, et qui voit les choses d'une manière extrêmement logique. C'est tellement logique la façon dont elle présente les choses qu'on a à chaque fois envie de dire oui, il faut l'écouter, sauf que le problème c'est qu'elle parle très très peu et que son frère a tendance à la surprotéger. Si je devais trouver des défauts en roman, je dirais que c'est d'abord peut-être un peu le personnage de Gus, qui est parfois vraiment cliché au niveau de l'adolescence, de l'ado un peu relou, feignant. Enfin voilà, mais en même temps, au fil des tomes, on découvre un autre Gus qui a un cœur et qui a l'impression d'avoir des choses à prouver à tout le monde. La plume de l'auteur est vraiment, vraiment, vraiment significative et c'est aussi ça qui porte le roman. Une plume significative, je pense que ça veut rien dire et c'est pas grave, ça sonnait bien. C'est-à-dire que l'auteur est capable d'alterner entre des moments d'action assez rapides, des moments de réflexion et des moments qui sont vraiment drôles. Parce que ce roman a un ton très très léger, mine de rien, malgré toute cette question autour du livre, malgré ce combat éternel, etc. C'est vraiment léger, c'est facile à lire, c'est rigolo. Enfin, moi je me suis vraiment surpris à rire dès les premières pages du roman en fait. Parce que le roman est ponctué, entre les passages narratifs, de passages, alors attendez, je vous en trouve un, voilà, magnifique, du journal de Césarine. Donc Césarine, c'est, donc je disais, la petite sœur qui est autiste,
Et donc en fait, on entend la voix de Césarine à travers ce journal, et je crois qu'il y en a un tous les chapitres, ou tous les 2 chapitres. Et c'est vraiment un plus inimaginable pour le roman. D'abord parce que ça permet à l'auteur de parler des autistes à travers une autiste, et il me semble que ça... Non, vraiment, enfin moi j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à l'autisme, cette maladie qu'on connaît peu, et parce que ça permet d'ajouter au roman une touche d'humour absolument magistrale. Je vais d'ailleurs vous lire le premier extrait du journal de Césarine qui se trouve dans le roman. Page 10. Journal de Césarine. Papa est mort. Les adultes disent qu'il est parti, mais c'est idiot. Je sais bien ce que veut dire mort, c'est que son cœur a cessé de servir de pompe à son corps et que du coup, il n'a plus d'oxygène dans son cerveau et que ses fonctions s'arrêtent. Si papa était un grippin, on dirait qu'il est cassé, mais comme c'est un humain, on dit qu'il est mort. On dit parfois que le grippin est mort, mais c'est une image. C'est-à-dire qu'on parle du grippin comme si c'était un être vivant. C'est idiot parce qu'un grippin est un objet que quand il est cassé, soit on le jette et on en achète un autre, soit on le fait réparer. Et papy dit que c'est mieux pour la planète. Mais papa n'est pas un grippin, donc il est mort, ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Alors que s'il était parti, il pourrait revenir. On ne peut pas le réparer ni en acheter un autre. C'est mamie qui m'a dit d'écrire ce journal. Mamie est psychologue. Ça veut dire qu'elle soigne l'âme malade des gens en leur parlant et en les écoutant. Mamie, c'est la maman de papa, donc elle est triste. Mais elle ne m'a pas dit qu'il était parti, parce qu'elle sait que c'est idiot. Moi je ne suis pas triste, mais je sais que maman et Auguste le sont. Maman parce qu'elle pleure et mon frère parce qu'il fait n'importe quoi. Parfois les gens pleurent car ils ont mal, maman pleure car elle est triste. D'habitude j'ai du mal à faire la différence entre la tristesse et la souffrance physique. Mais là j'en suis sûr, parce qu'il y a d'autres signes. Il ne sourit plus, il se traîne dans l'appartement et sont sans réaction. S'il s'était fait mal, il sauterait partout en criant et en disant des gros mots comme le jour où papa s'est cassé un orteil en se cognant le pied dans la table basse. Mamie dit qu'ils sont apathiques. Mais c'est bizarre car dans le dictionnaire j'ai lu l'apathie est un état d'indifférence à l'émotion, la motivation ou la passion. Un individu apathique manque d'intérêt émotionnel. Mais mes éducateurs classent la tristesse dans les sentiments. Donc c'est plutôt moi qui suis apathique vu que je ne suis pas triste. Les adultes manquent souvent de logique. Papy et mamie sont arrivés après que des policiers ont ramené Gus qui était parti à l'école en pyjama. Papy s'est occupé de maman et de mon frère, mais mamie est venue s'asseoir avec moi dans le bureau de papa. Je ne voulais plus en sortir parce que, pendant que maman parlait avec la police, j'ai vu un monsieur qui fouillait dans les affaires de papa. Je pense qu'il cherchait le livre que papa m'a confié. Sauf qu'il n'avait aucune chance de le trouver, là, vu qu'il est dans ma chambre. Le monsieur m'a dit qu'il était de la police, mais je sais bien que c'est faux parce qu'il n'a pas parlé aux autres et qu'en plus il a volé les plans et les cartes sur lesquels papa travaillait hier soir. Je l'ai dit à maman, mais elle ne m'a pas cru. Pourtant, je ne peux pas me tromper car j'ai une mémoire photographique. Même que Gus m'appelle sa photocopieuse sur pattes. Là aussi, c'est une image parce que je ne suis une personne. J'aime bien parler avec mamie parce qu'elle est patiente et m'explique tout très bien, autant de fois que je veux. Là, elle a attendu longtemps parce que j'avais besoin de tout remettre en place dans ma tête. Il se passait trop de choses pas normales, ça me faisait peur, et quand j'ai peur, je m'enferme dans ma tête et je compte, parce que les chiffres c'est clair, c'est toujours pareil et ça me rassure. Quand j'ai eu fini de compter tous les livres de la bibliothèque de papa, j'ai regardé mamie pour qu'elle sache que j'étais prête à l'écouter, et elle m'a tendu ce cahier. Mamie a dit qu'il fallait que j'écrive ce que j'avais envie dedans pour éviter de trop encombrer ma tête, car quand les gens perdent un proche, ils se mettent à penser à plein de choses difficiles. Je lui ai demandé si perdu c'était aussi une image pour dire que papa était mort, et mamie m'a dit que oui. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il fallait que j'écrive dans ce cahier, mais j'ai bien aimé le principe. Écrire dans un cahier, c'est concret, et moi j'aime quand c'est concret. Et puis j'ai vu que ça faisait plaisir à mamie, donc j'ai dit oui. Mamie a dit qu'il fallait toujours que je termine en résumant les choses importantes. Donc, 1. Papa est mort. 2. Un fou policier a volé les plans et les cartes de papa dans son bureau. 3. Cacher le livre de papa comme il me l'a demandé. À la voir comme ça, avec ses soquettes blanches, ses chaussures vernies à brides, sa petite robe bien sage, son cardigan boutonné jusqu'au cou et ses 2 petites couettes blondes, elle semblait tout droit sortie d'un livre d'images. Depuis qu'elle était tombée sur la collection des albums de Martine chez Papy et Mamie, elle refusait absolument de s'habiller autrement. Et quand Césarine veut quelque chose, rien ni personne ne peut s'y opposer. Pour tout vous dire, ma petite sœur adorée est un peu particulière. Déjà, nourrisson, elle ne pleurait jamais, clignait à peine les paupières et fixait tout et tout le monde avec un regard vide totalement flippant, au point que les nounous ne se battaient pas pour la garder.
Même aujourd'hui, regardez Césarine dans les yeux et qui voit se noyer dans un puits sans fond. Ses yeux sont sans âge, à la fois vides, je sais, je l'ai déjà dit, et emplis de toute la sagesse du monde. Papa les appelait les puits jumeaux de Démocrite, en référence au puits éponyme. Pour ceux qui n'ont pas une mère calée en histoire, je les renvoie à Wikipédia, car n'en déplaise à mes profs, c'est vachement pratique. Quand Césarine a su marcher, elle s'est mise à refuser de se laisser approcher par des inconnus. Si quelqu'un qu'elle ne connaissait pas la touchait, elle hurlait littéralement à la mort, jusqu'à ce que l'inconscient la lâche, et maman a dû arrêter de travailler pour lui faire la classe, car aucune maternelle ne voulait l'accepter. Comme maman est prof, ça n'aurait pas dû lui poser trop de problèmes, si Césarine ne s'était pas révélée être une élève un peu compliquée. Non pas que ma sœur soit totalement abrutie. À 4 ans, elle savait lire, écrire et même compter. Mais notre petit génie refusait absolument de parler. Pas une parole, pas un mot, rien. Juste ses grands yeux noirs, vides et profonds. À l'époque, je voyais bien que ma sœur était différente, mais ça n'avait pas d'importance. Dès sa naissance, quand on est allé la voir à la clinique avec papa, j'ai tout de suite ressenti un amour infini pour cet asticot rose et baveux qui me fixait de ses grands yeux de reptile. Ainsi, quand les médecins, la mine grave, ont fini par nous annoncer que Césarine était autiste en la regardant comme un animal de foire, j'ai bugué. J'ai entendu artiste, et tout content de la bonne nouvelle, j'ai demandé au guignol en blouse blanc. Super, mais elle est artiste de quoi? Artiste peintre? Artiste de cirque? Ça a fait rire maman, et papa a ajouté: Tu as raison mon grand, à une lettre près, on ne va pas chipoter. Et là, Césarine, que nous n'avions jamais entendu prononcer une phrase, a lâché les cubes qu'elle était en train d'essayer d'hypnotiser. Elle est venue me prendre la main et elle a dit: Artiste. Césarine est une artiste, voilà. Ensuite, elle a quitté le cabinet médical sans un regard pour les spécialistes interloqués, comme pour leur signifier que l'affaire était close. On parlait de Frangine, de Marion Brunet. Marion Brunet a sorti 2 romans qui sont tous les 2 publiés chez Exprime. On a La Gueule du Loup et Frangine. Frangine est son premier roman et de mon point de vue c'est le meilleur. Il faut que je vous dise, raconter ma sœur ne suffit pas, me raconter non plus. J'aimerais annoncer que je suis le héros de cette histoire, mais ce serait faux. Je ne suis qu'un morceau de gâteau, même pas la cerise. Je suis un bout du tout, un quart de ma famille, laquelle est mon nid, mon univers, depuis l'enfance, et mes racines, même coupées. Je ne suis pas le héros de cette histoire parce que nous sommes 4, étroitement mêlés, même quand on l'ignore, même quand on s'ignore. J'imagine que c'est pareil pour tout le monde, que c'est ça une famille. Je ne suis pas le héros, mais je suis. Le bavardage et la discrétion. L'oreille et les mots pour essayer de dire ce qui est à entendre, ce qui est à l'envie. Les désenchantements et les éclats de bruit. En ces temps peu lointains où Pauline découvrait le monde, le cruel, le normal et la guerre, ma mère et ma mère, chacune pour soi mais ensemble, vivaient de leur côté des heures délicates. C'est à moi qu'il revient de compter nos 4 chemins. Parce que j'aime ça d'abord, dérouler les histoires comme on crée un langage. Et aussi pour que les choses soient claires, évidemment. Comment comprendre, sinon? C'est l'histoire de Joachim, et c'est l'histoire de Pauline. Ils sont frères et sœurs, et tous deux sont des enfants, sont les enfants d'un couple lesbien. Donc ils ont été fabriqués par GPA à l'étranger, puisque ce n'est toujours pas autorisé en France. Et le roman débute au moment où Pauline, la plus jeune, rentre au lycée. Vous vous doutez un petit peu de ce qui va suivre. Il va y avoir de nombreuses moqueries par rapport au fait que Pauline soit fille de 2 mères. Si ce roman m'a tant plu, c'est d'abord pour le thème. Cette facilité de se moquer des gens qui sont différents et de frapper là où on est sûr de faire mal pour amuser la galerie, pour faire plaisir aux autres. Frangine, ça décrit le monde du lycée d'une façon pas franchement joyeuse. Et c'est ce qui est décrit dans Frangine par Marion Brunet. C'est décrit d'une façon extrêmement juste, extrêmement précise, sans exagération. C'est juste dit, c'est juste montré, et c'est au lecteur de faire le reste. Les faits sont présentés du point de vue de Joachim, le grand frère, qui veut tout faire pour protéger sa grande sœur parce que lui n'a jamais eu de problème avec ça.
Et voilà, ce roman pose vraiment des questions importantes au niveau de la GPA déjà, au niveau aussi des mentalités au lycée et peut-être de la facilité qu'on a à se moquer des personnes plus faibles. Mais c'est pas montré comme ça, c'est vraiment Marion Bruni raconte son histoire très très simplement. C'est écrit d'une manière très, comment dire, très réaliste, voilà. C'est-à-dire que on entend les personnages parler, il y a énormément de dialogue dans ce roman et pourtant on comprend tout. Elle dit peu de choses, elle montre tout, elle dépeint voilà le décor, ce qui se passe, mais pour ce qui est des attaques qu'elle peut faire dans ce livre, pour ce qui est des problèmes, des questions qu'elle soulève, elle fait ça de manière très très subtile et finalement c'est au lecteur de se poser toutes ces questions lui-même. Cathy était en roue libre, je ne l'ai pas arrêtée. J'ai bouffé ces mots comme autant de coups reçus. J'avais chaud, très chaud. Les yeux devaient me sortir de la tête. Et les mecs, j'ai dégluti avec difficulté. Les mecs, je sais pas si c'est pire ou pareil. Il y en a qui disent que c'est vraiment dommage parce qu'elle est bonne, tu sais. Ils disent exprès des trucs comme ça, genre qu'elle serait une super suceuse, si elle n'était pas comme sa mère. Que peut-être c'est de ça que les Gwyn elles ont besoin, d'un bon coup de bite. Quand elle passe, ils lui font des gestes ou des trucs avec la langue ou des coups de hanche dans le vide. C'est vraiment dégueulasse. Ça a commencé depuis la rentrée, ça ne s'arrête jamais. Attends. Toute la classe fait ce genre de choses à ma sœur? Non, juste quelques-uns, mais les autres s'en foutent. Ou alors ils se disent, ouf, si c'est elle, c'est pas moi. Je sais que c'est pas cool, mais si je prenais sa défense, je suis sûr qu'il me ferait la même chose. Et Fatou? Cathy a piqué du nez. Fatou, elle dit rien, mais elle reste avec Pauline. Elle s'assoit à côté d'Alencourt et quand il faut faire équipe en sport, elle se met toujours avec elle. Au début, ils ont dit des trucs, mais ils ont arrêté. Ils préfèrent attaquer Pauline, seulement elle. Je sais pas pourquoi. Toi, par contre, ça ne t'a pas dérangé de la laisser tomber. Là, elle a repris son air de garce pour lâcher. Écoute, Joachim, ici, c'est chacun pour soi, si tu vois ce que je veux dire. Je ne voyais pas et j'espérais ne jamais voir. Mais je n'ai pas pris la peine de le lui dire. Les types de première, ceux qui ont commencé, c'est qui? Ils sont vraiment space, complètement barrés et vachement violents. Une fois, ils ont craché dans son assiette au self. Et eux... Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à ma sœur, Cathy? Eux, ils ont dit à Pauline que si elle n'était pas lesbienne comme sa mère, il fallait qu'elle le prouve. Mon cœur s'est arrêté. Cathy a vu ma tronche, elle a tout de suite ajouté. Ils ne lui ont pas vraiment fait quelque chose, je crois que c'est ce qu'ils veulent, qu'elle les suce ou un truc du genre. Elle a fait une petite grimace de comment dire. Ou de pétasse, ouais, c'est exactement ça. Avant de conclure. Des mecs, quoi. J'ai dû avoir l'air très méchant parce qu'elle s'est dépêchée d'ajouter. Ils ont promis de la laisser tranquille si elle acceptait, mais pour l'instant, elle n'a encore rien fait. Fukushima dans ma tête. J'ai eu envie tout à la fois de hurler, cogner et chialer de rage. J'ai eu envie d'anéantir Cathy et sa lâcheté, le lycée entier. J'aurais voulu attraper toutes les personnes qui avaient harcelé ma sœur et leur briser les doigts, un à un, les entendre gueuler, supplier. Je n'aurais aucune clémence. Mais au-delà de la haine qui m'étouffait, j'aurais aimé courir, me barricader dans ma maison avec ma sœur, Maline et maman. Fermer la porte sur le monde, agonir d'injures le reste de la terre, les serrer contre moi, me serrer contre elles, comme dans une tribu, ma tribu, et me poster derrière la porte, Cerbère pour ma famille. Je les aurais protégés de tous les salopards, agresseurs, abîmeurs de vie.